Bonjour, bienvenue sur le plateau du Talk Automoto, la nouvelle émission débat préparée par la rédaction du mensuel Automoto, avec ce mois-ci en kiosque le nouveau hors-série d'Automoto, le hors-série 3000 voitures, la Bible, avec tous les modèles vendus actuellement sur notre marché, et le numéro normal, je dirais, avec un spécial nouveauté 2017 et un gros dossier 100% électrique pour tout savoir sur l'offre électrique actuellement proposée en France. Pour animer ce débat, à mes côtés, aujourd'hui, notre expert environnement, Jean-Luc, bonjour. Bonjour Lionel. Jean-Luc Moreau, la célèbre voix de Votre Auto sur RMC, dont on félicite les formidables résultats d'audience. Les bonnes audiences, oui, puisque en dehors de ma mère, il y a au moins 2 personnes de plus qui écoutent. Donc qui te sont dues. Voilà. Complètement. Aujourd'hui, sur le plateau du Talk Automoto, nous avons l'honneur, l'extrême honneur et avantage de recevoir le directeur général de la marque Peugeot, monsieur Jean-Philippe Imparato. Monsieur Imparato, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir sur le plateau. C'est un grand honneur d'avoir je suis vraiment content le d'être avec vous. patron de la marque Peugeot avec nous. On ne vous connaît pas, monsieur Imparato. Qui êtes-vous? Racontez-nous un peu votre carrière au sein de la grande maison Peugeot. Alors pour être très court et succinct, je suis un homme du Sud. Je suis un Sétois qui a pour la première fois dans sa vie passé la barre de Montélimar-Nord il y a quelques 20 ans pour rejoindre la capitale et rentrer chez Peugeot à l'époque. J'étais tombé amoureux de la 205 GTI. Alors ça remonte un petit peu à loin, mais c'était un 1,9 litre que j'avais vu. Là, elle était noire, elle était magnifique, et je me suis dit j'ai 2 solutions. Soit je vais travailler dans le dentifrice, soit je vais travailler dans la voiture. Je suis arrivé chez Peugeot, et depuis le 10 décembre 1990, c'est une histoire d'amour qui m'a porté en gros en France pour apprendre mon boulot, ensuite au Brésil, en Chine, en Italie pour développer la maison, dans le commerce, mais également dans l'industrie. Parce qu'on présente une caractéristique dans ce métier, c'est que vous avez une seule business unit qui conçoit, fabrique et commercialise des produits et des services, et avec un réseau qui a au moins 4 métiers à tenir, des véhicules neufs, des véhicules d'occasion, des pièces de rechange, de l'après-vente. Donc c'est un métier extrêmement complexe, extrêmement passionnant, et c'est un métier dont on parle partout. Vous en parlez le soir, nous en parlons avec nos copains la journée et le week-end. Donc, je baigne dans le bonheur depuis le 1er septembre. Et on vous sent authentique, passionné d'automobile. Je suis un enfant de la balle. Mon père était un trialiste convaincu en Jeep Willys, équipé d'un moteur 504 à l'époque. Je vous raconte pas. Alors, mon frère est fondu de 4x4. Voilà, moi Vos origines italiennes aussi? Absolument. D'origine entre Rome et Milan, dans un petit village de cette région qui est là aussi un pays de passion, parce que quand vous vous promenez du côté de Bologne et que vous voyez tous ceux qui bricolent les voitures, quand vous voyez que Valentino Rossi et toute l'équipe est née dans la même région et que ces gars-là sortent des circuits pour juste après s'amuser le week-end avec des copains en faisant de la moto, vous respirez la passion. Bon voilà, moi c'est pour ça que je suis dans ce métier, c'est pour ça que je suis dans cette marque d'ailleurs au passage. Et puis vous arrivez au bon moment à la tête de la marque et quand en même. plus Parce j'arrive avec des produits extraordinaires. Voilà, dans le berceau, j'ai quand même poche droite 3008, poche gauche 5008 que je vais lancer officiellement le 6 mars à Genève et que vous avez en couverture de ce que vous avez présenté tout à l'heure. Et j'ai depuis le Salon de Paris, nous nous étions rencontrés au Salon de Paris juste avant le Salon de Paris, on s'était dit, bon alors comment on commence à partir 3008 à l'époque? J'avais 3000 commandes en portefeuille, on commençait à analyser un petit peu le truc. Ouais, j'ai vu que votre poche de droite là, était un petit peu distendue justement. Et ce matin, on est à 100 773 commandes. Ah oui. D'accord, ça c'est le dernier chiffre donc officiel. Ce matin, plus de 100 000 commandes aujourd'hui pour le 3008. Par rapport à vos objectifs internes, c'est plus, c'est moins, c'est... À exploser les objectifs. D'accord. Bon, Comment expliquez-vous ça? On n'avait pas spécialement, parce que c'est pas l'objet, on n'avait pas dit, voilà, nous on veut en faire tant dans ce délai, parce que c'est pas ça qui nous anime. C'est pas une de plus, c'est une de plus de qualité qui nous anime. Mais ce que je dois constater, c'est que à l'occasion de ce lancement, j'ai vécu 2 choses. Premièrement, les clients, les réseaux, les vendeurs, les journalistes se sont réappropriés le savoir-faire français. Quand vous voyez les journées presse du salon de l'auto, vous avez
des journées publiques. Vous avez des gens qui passent l'après-midi dans la voiture pour découvrir 2-3 choses. Premièrement, le SUV. Bon, parce qu'on a un styliste génial qui s'appelle Gilles Vidal et qui nous a fait une auto juste magnifique. Mais pas que ça. Il découvre aussi le iCockpit, qui pour nous est le début d'une saga qui va nous amener progressivement jusqu'à la voiture autonome. Expliquez-nous un petit peu le iCockpit pour les gens qui ne savent pas. C'est l'écran dans lequel vous êtes installé quand vous rentrez dans cette voiture et qui vous met, je dirais, à portée de main à la fois un environnement technologique de premier niveau, mais également à l'intérieur d'un SUV les sensations de conduite d'une berline, pour faire simple et court. Qui redéfinit un petit peu l'interface machine. C'est vrai, quand on monte dans un concurrent descendant du 3008, on a vraiment l'impression de retourner dans le siècle passé, quoi. Voilà, l'idée c'est que ce que je cherche à faire, et ce qu'on cherche à faire, c'est que vous soyez tellement bien dans cette voiture que vous n'avez pas forcément envie d'en partir et que vous vivez avec ce iCockpit qui sera décliné d'un lancement à l'autre, hein, une aventure qui vous amènera à un moment donné, dans les peut-être 10 ans qui viennent, à choisir si vous voulez avoir une relation avec votre voiture qui est celle de « je conduis » ou celle de « je ne conduis plus ». Mais ça, c'est pour plus tard. À court terme, on a une très belle réussite avec 85% des commandes prises qui sont sur des niveaux de finition supérieurs au niveau 3. C'est-à-dire qu'on est en train de se parler de clients qui disent « Attends, moi je veux du produit, je suis prêt à le payer, mais je veux que le produit soit impeccable. » Donc on est en train de se parler de niveaux extrêmement élevés qui sont couronnés par le niveau GT. Mais juste en dessous du GT moyen, vous diriez, c'est à peu près combien? On se parle de véhicules entre 30 et 40 000 euros. Hein. Donc c'est rentable pour Peugeot, c'est plutôt bien pour l'avenir. C'est rentable pour Peugeot et c'est une bonne nouvelle parce que ça nous permet de préparer l'avenir et les 4 lancements que je vais faire cette année. Quand même. Qu'on va évoquer. C'est aussi très important parce que c'est cohérent avec ce qu'on a dit. On a dit on veut être le meilleur généraliste haut de gamme et on veut être ce meilleur généraliste haut de gamme en Europe et à l'international. On veut faire une vente sur 2 à l'extérieur. 3008 est un vecteur majeur de cette évolution. Vous n'avez pas peur d'être dépassé par le succès, justement? Est-ce que les capacités de production installées seront suffisantes, d'autant que vous allez partager les chaînes de fabrication avec Opel? Je dirais qu'il y a plusieurs sujets qu'il faut que l'on adresse. Mon premier sujet, j'ai 100 000 commandes de cette voiture, j'ai donc un reste à servir de 40 000 clients qui m'ont fait l'honneur et l'avantage de me dire « je prends ». Donc acte 1, on sert ces clients-là. C'est le premier des sujets en termes de pilotage que j'ai, parce que ça, c'est pour moi un point clé. Deuxième point, il faut que nous soyons vigilants, et c'est l'objet de ce que fait l'entreprise en ce moment, à des évolutions qu'on constate et que vous constatez d'ailleurs sur l'ensemble du marché. Les clients qui nous ont acheté cette voiture, les clients particuliers, 40% d'entre eux l'ont acheté en essence. C'est le double, quand même. C'est juste le double par rapport à ce qu'on a vécu en SUV avant. Ouais. Et là, je suis plutôt bien armé, donc pas de problème de capacitaire particulier, puisque les moteurs essence que nous avons aujourd'hui, qui ont été primés ces 2 dernières années, répondent parfaitement à la demande. Donc, je suis en train, avec les équipes qui s'occupent de ça, de faire le maximum, évidemment, et de gérer au mieux à la fois les flux constituants dont on a besoin d'origine fournisseur pour toute la partie véhicule et les moteurs essence sur lesquels on pousse le maximum de capacité pour faire le job. Troisième constat, intéressant, on s'était vu, on avait dit on a 65% de boîte automatique. Ouais, et on s'est dit ça va s'écrouler, c'est pas normal, c'est un truc... non, on est à plus de 50. Au bout de 100 000 commandes, j'ai plus de 50% de boîte auto. Entre 50 et 55 000 commandes en boîte automatique. Alors en général, on est plutôt autour de quoi, 10%? Encore une fois, les ordres de grandeur étaient 15, 20, 25%, quand même. On double. D'accord, ok, ça double. Un autre point dont on avait parlé et qui se confirme, les gens financent leur véhicule en location avec option d'achat. Ça double. Mais que ça double en France, c'était un trend qu'on imaginait assez nettement. Je suis en train de faire le préparatif de lancement de 5008 en ce moment, pour lesquels on va starter officiellement à Genève dans un mois et quelques. Et pour ça, je fais le tour des pays. Et je vérifie leur plan de lancement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font pour faire le job de lancement. Quand les Espagnols et les Italiens, c'est-à-dire les pays du Sud, embarquent ce phénomène, en pariant sur le fait qu'ils vont avoir entre 39 et 40% de produits dits fidélisants en financement, alors ça veut dire que le produit devient international. Ce genre de financement devient international. L'excellente carte qu'on a à jouer
je suis très égoïste, mais c'est parce que je défends le sujet, c'est que comme 3008 a une valeur résiduelle extrêmement bonne, c'est-à-dire que la valeur projetée de 3008 en véhicule d'occasion dans 3 ans, 4 ans, est entre 5 et 15 points, voire 17 points au-dessus du véhicule à remplacer. Ça veut dire que les mensualités de ceux qui nous achètent les voitures sont évidemment servies par la valeur de la voiture qui sera celle dans 36 ou 48 mois. Et donc vous pouvez sans problème monter de niveau, parce que le fait de monter de niveau pour quelques euros par mois, vous le retrouverez. Et ça c'est très important pour les clients. C'est encore plus important pour les pays de France et pays du Sud que pour les pays anglo-saxons qui sont assez communément orientés là-dessus. Mais là, pour nos clients, à nous, c'est un point clé. Votre valeur de voiture va tenir dans les 36-48 mois. Ce à quoi, vous vous rappelez, nous étions ceux que nous avions perdus. Rappelez-vous le Peugeot des années 70 et 80, c'était un Peugeot extrêmement solide en valeur résiduelle. Nous sommes en train de retrouver ce niveau-là de valeur résiduelle. Avec 3008, donc avec 5008 qui arrive, et puis la suite. Quels sont véritablement les points forts de cette voiture? Comment vous expliquez ce succès incroyable? Style. D'abord. Point. Numéro 1, pas point. Style. Non, le Le style. style. Quand on l'a conduit, on n'est pas déçu, parce qu'il doit y avoir des belles voitures. Vous arrivez parce que style. Valorisant. Vous arrivez parce que style extérieur et style intérieur. On a eu des millions de vues, mais des millions de vues, sur le iCockpit, encore une fois, dont on se parlait. Donc vous regardez le style et vous dites waouh, face avant superbe, 3 quarts arrière, 3 quarts avant magnifique. Qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez dans la voiture. Et vous rentrez dans la voiture en virtuel. Tout ce qu'on a fait dans la préparation de lancement sur les réseaux sociaux a explosé les compteurs. Et vous voyez un iCockpit, vous dites attends, c'est pas mal. Après, vous allez essayer votre voiture, vous rentrez dedans. Il se passe un truc. Vous avez un petit volant. Vous avez un petit volant de berline sportive. Vous dites, attendez, un SUV, c'est pâteau, ça louvoie, non. Vous prenez le volant et après, vous allez en test drive dynamique. Et une fois que vous avez essayé la voiture, vous n'en sortez plus. Et pour peu que l'expérience client soit au niveau attendu, c'est-à-dire si on fait le boulot en concession pour vous accueillir au niveau où vous devez l'être, la martingale se fait. Vous transformez. Vous êtes en dynamique avec des prestations boîte auto qui sont superbes. Vous avez une position de conduite qui est celle recherchée maintenant par les possesseurs de SUV. Et vous ne perdez pas l'habitabilité que vous aviez avec l'ancien 3008 quand vous êtes en fidélisation. Ce qui fait que j'ai d'une part aujourd'hui les possesseurs de 3008 qui reviennent nous voir, mais je suis en train de partir en conquête très très fort. On rentre en véhicules d'occasion, des véhicules premium qu'on n'avait pas vus depuis très très longtemps. À tel point qu'il a fallu que je fasse des cours aux vendeurs pour faire des propositions de cotation sur les reprises de véhicules qu'on a en face de nous. C'est ça qui s'est fait, en fait, et c'est du bonheur. Alors un mot quand même sur le 5008 qui arrive également. À qui s'adresse-t-il du coup? Parce qu'il va avoir du mal ce 5008 avec le succès du 3008 qui vient d'arriver. Je pense qu'il va se régaler, moi, le 5008. Comment vous le positionnez par rapport au 3008? Rappelez-vous, 3008, 800 000 voitures, 5008 en ordre de grandeur, 300 000 voitures à l'époque, avec un ratio 5008-3008 qui était de mon point de vue, assez décalé. 5008, c'est ce qui va substituer les monospaces en Europe, mais qui va ouvrir Peugeot à l'international. Vous avez un double avantage avec 5008, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle un C-SUV, c'est-à-dire un SUV compact, mais 7 places, avec un empattement sur la même plateforme que celle qui fait le succès de 3008, de plus, en gros, 165 mm, c'est-à-dire que vous avez une place arrière superbe. Vous avez 7 places, et vous rentrez dans une catégorie où vous devez être en dessous de 4,70 m, tout en ayant des prestations 7 places et une habitabilité record. C'est ça que je joue. Donc vous avez on est un peu moins glamour malgré tout, on est quand même un petit peu moins dans le fashion tel qu'on peut l'être. International, et quand vous dites international, la question qu'on a envie de vous poser, c'est l'Amérique du Nord, un jour peut-être? Oh, bien sûr, mais comme tout le reste, parce que je termine juste sur 5008. Vous savez, j'ai présenté 3008 à Cannes au réseau, et j'ai fait le grand show 3008, et au milieu du show, j'ai fait un flash 5008, il y a 2 voitures qui sont passées, avec la couleur de lancement là, que vous avez, qui est le bleu magnifique. Les mecs avaient des étoiles dans les yeux.
Parce que quand vous allez le voir en position route, cette voiture, et quand vous allez la voir au milieu de son environnement auto, vous allez voir qu'elle fait le trou. Mais elle va nous servir à l'international, évidemment. On commence là, sur 2016. Oui. Peugeot passe de 38% de ses ventes en Europe à 43%. Je me suis engagé devant mon président, Carlos Tavares, à passer la barre des 50-50 en 2020. À destination de quel marché en particulier ? Tous. Tous, mais est-ce qu'il y en a quand même qui sont plus porteurs que d'autres ? Je vous fais faire on fait un tour du monde en 1 minute. Allez. Année sur année, vous oubliez les volumes. Regardez les progressions. Ukraine, plus 56% sur 2016. On change. Chili, plus 32%. Argentine, plus 37%. On change. On part au Japon. Meilleure vente depuis 2007, le record. On switch sur les Philippines, plus 72%. Singapour, plus 40%. Peugeot, c'est partout. Rappelez-vous, en 62, Peugeot avait une usine en Afrique du Sud. Peugeot avait une usine en Australie. Chaque fois qu'un pays s'ouvre, je plante un drapeau. Il n'y a pas de petits pays, il n'y a pas de petits clients. Je vais faire en Afrique, et nous allons faire en Afrique avec les collègues de la région Middle East Africa, 3 à 4 opérations sur 2017. Et on ne s'arrêtera pas là pour servir toutes les régions. Donc oui, on bosse sur les US, comme je vous l'ai dit, mais on y va dans l'ordre et la méthode. C'est-à-dire que les États-Unis, on a dit qu'on allait y revenir et qu'on travaillait dessus. Mais on n'ira pas en posant 4 milliards de dollars sur la table en disant « Salut, on est là » pour repartir. Hein. On y va pour y rester. Et si c'est sur un temps long qu'on prépare ce retour, eh bien, ce sera sur un temps long. Et ça peut passer d'ailleurs par la branche qu'on a ouverte avec le plan Push to Pass, qui est PSA, groupe et ses marques fournisseurs de mobilité, parce qu'on a peut-être là un coup à jouer. Avant d'y aller avec un certain nombre de voitures, on a peut-être intérêt à y aller avec une offre de mobilité pour apprendre comment est fabriqué le marché et en fonction de ces états, comment on va jouer notre stratégie d'implantation. Mais il n'y a aucun secret là-dessus. Dans le plan Push to Pass, on a dit on travaille sur les États-Unis, on y reviendra sur un temps long. Pendant ce temps-là, on pousse tout le reste. Vous avez entendu des projets des opérations maintenant, puisqu'elles sont officielles sur l'Inde. Oui. Quand même l'arrivée en Inde, donc du groupe. Extrêmement intéressant pour le groupe. Hein. Là, on ne parle pas de la marque, mais on parle du groupe. Ouais. Quand vous avez un constructeur qui vous dit à la fois je vais faire des voitures, mais pas que. En plus, je suis en train de travailler sur les groupes motopropulseurs dans un pays. Là aussi, c'est pas juste une annonce pour dire on y va. On y va vraiment pour y rester. Et on y va dans l'ordre. On y va en travaillant sur le plan réseau. On y va sur le plan de lancement. On y va sur la recherche de la meilleure adéquation produit-client. Et c'est ça qui sera notre vecteur. Au-delà de l'Inde, je suis en train de travailler sur l'ASEAN avec le patron de la Chine en ce moment, qui fait Chine plus ASEAN, parce que je trouve qu'on a un potentiel extraordinaire sur toute la zone Indonésie, Vietnam, Malaisie, et qu'on a quelque chose à jouer dans ces coins-là. Je suis en train de travailler avec le patron de la Russie sur comment on fait en sorte, après avoir passé la phase extrêmement difficile de la crise, pour recharger le plan produit en Russie. Bref. Je veux vous donner un Peugeot qui sache faire plus de 50% de ses ventes hors Europe, et donc un constructeur mondial. Pour autant, il ne s'agit pas de ne faire que de la monoculture SUV. La berline, ça continue d'être extrêmement important chez Peugeot. Quelles sont les prochaines berlines à venir ? Alors, c'est ce qu'on m'a posé comme question au mondial sur le mode. Dis-moi, t'as pas oublié les berlines ? Non. Non, oui, on se souvient bien. 308 on est absolument. On a fait le tour de 5 SUV sur une année entre l'Europe et la Chine. 5008 vient couronner le tout. Next step, on va poursuivre évidemment nos travaux. Donc on a quoi dans l'ordre ? 308 restylés, c'est prévu pour cette année ? On a quelque chose qui va arriver sur 308 en 2017. 208 pour l'année prochaine, qui est un gros Et puis je n'en dirai pas plus pour l'année prochaine. Je n'en dirai pas plus pour l'année prochaine. En revanche, vous savez que chaque fois qu'il y a une habitude récente, mais de mon point de vue extrêmement intéressante, qui a été prise par mon prédécesseur Maxime Picat à la tête de Peugeot, qui est dans les salons, rythmer certains salons ou rythmer certaines périodes de l'année de concepts, que ce soit un concept iCockpit ou concept car, qui préfigure les voitures que vous verrez dans un délai, je dirais,
humain et raisonnable, et qui de plus en plus se rapproche des voitures qu'on va lancer. Donc dans les prochaines semaines, nous allons donc à Genève, justement, présenter... vous allez présenter un projet de ce type? Absolument, quelque chose qui vous permettra d'éclairer le chemin que l'on prend entre maintenant et la voiture autonome. Je pense que c'est très important. Hein. Peugeot entend vous accompagner dans le plaisir de conduire et dans l'amplification des sens que l'on vous doit entre maintenant et la voiture autonome. Ce qu'on va vous présenter à Genève, de mon point de vue, préfigure tout ça. Ça sera quoi justement l'autonomie dans une Peugeot à l'avenir? Comment est-ce que vous la figurez? Je fais simple, vous aurez toujours le choix. De conduire ou de ne pas conduire? Le plaisir de conduire ou le plaisir d'être conduit? Moi, je vous dois du plaisir. Je vous dois de la liberté chez Peugeot. Alors, évidemment, si dans les prochaines années, vous vous dites, moi, conduire sur le périph' 2 heures ou faire un Paris-Lyon comme ça, non merci. 130. C'est hands-off, c'est-à-dire tu enlèves les mains. Après, c'est minds off, tu enlèves l'esprit et les yeux. Mais ça, j'ai pas envie parce que ça traduit pas l'idée que je me fais du plaisir de conduire. Bien sûr qu'il faut que je vous donne la possibilité technologique, et elle existera, bien sûr, de le faire. Mais vous êtes en vacances, vous voulez vous amuser ou vous voulez reprendre tout simplement la main sur votre voiture, il faut que je sois en situation de vous le permettre, d'une part, avec le même niveau de plaisir qu'avant. Parce que l'ADN de Peugeot, toucher de route, plaisir de conduire, on ne l'oubliera jamais. Donc vous aurez en complément des SUV une gaine de berline avec toujours un top GTI qui viendra couronner la voiture, toujours, quelle que soit l'énergie que l'on utilisera pour la mouvoir. L'énergie, c'est électrique et hybride, essence dans une fenêtre de 2019-2021. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis là-dessus? Alors justement, l'hybride rechargeable pour le coup? Oui. À quelle échéance? Sur quelle voiture peut-on l'attendre? On va le scinder en 2 niveaux. Hein. Vous aurez de toute façon de l'hybride essence dans l'échéance que je vous ai indiquée, 2019. Mais quand je parle d'hybride essence, je veux parler d'un vrai hybride essence rechargeable et dont l'autonomie sera garantie au sens vous devez pouvoir quitter votre domicile, aller travailler au centre de Paris. Tiens. Et revenir chez vous en 0 émission véhicule si vous le voulez, puis partir en thermique quand vous le souhaitez, parce que vous partez en week-end et que voilà, vous voulez faire 400 ou 500 km d'une traite. Et ça, on l'aura évidemment dans le délai que je vous ai précisé sur des niveaux de gamme de niveau 3008 et au-dessus, par exemple. Le 100% électrique? Le 100% électrique sera évidemment, équipera évidemment nos modèles des segments les mêmes, pourrait-on imaginer, par exemple ça peut, et l'idée, c'est que la bascule nouvelles énergies soit transparente pour vous. C'est-à-dire que, hypothèse, vous achetez un 2008 d'après-demain, vous devez avoir le choix de l'énergie que vous utilisez pour le mouvoir. Et à la limite, et c'est même un principe, c'est indifférent sur le style. Bien sûr. Vous devez acheter une voiture dont le style extérieur, le style intérieur est indifférent à la motorisation qui l'anime. C'est ça l'idée. Donc du 100% électrique, bien sûr, disponible, avec autonomie, recharge et puissance au meilleur niveau du marché, parce que c'est ça qu'on veut. 2, du thermique hybride essence rechargeable, deuxième step. On a dans une fenêtre, je vous parle de la fenêtre parce que c'est là qu'on passe à peu près toute la gamme dans le scope de l'offre. Et ça, c'est dans les ordres de grandeur de délai que je vous donne. 19-21, quoi, en gros. Oui. Hein. En même temps, à Genève, j'ai une offre VP électrique qui va sortir. Donc là, dans le 6 mars, je vais lancer une voiture. Et puis au quotidien, je vous rappelle que je peux vous fournir ce soir une Ion à 99 € par mois. Et je complète par le vélo électrique. Parce que vous savez qu'il y a un constructeur au monde qui peut vous proposer, qui peut vous proposer une offre de la continuité trottinette à la voiture électrique en passant par le vélo et la moto. Il s'appelle Peugeot. Mais est-ce que vous allez continuer la voiture? Parce que vous nous parlez de la Ion, mais la Ion, c'est Mitsubishi, et Mitsubishi, c'est un peu Renault quand même depuis
pas très longtemps, mais est-ce que ça va remettre en cause les accords que vous avez avec eux? Est-ce que ça va aller au bout du contrat? Ou est-ce que ça va vous obliger à précipiter un petit peu le programme électrique en interne? Non, le programme électrique est indifférent de la DJV qu'on a avec Mitsubishi. Il est sous la coupe de Gilles Leborgne, qui est le patron de la recherche et développement chez nous, et de Patrice Lucas, le product planning. Donc là-dessus, on est parti et on n'a pas de lien particulier entre la coopération qu'on a avec Mitsubishi et la convergence vers les offres électriques que l'on veut. Ça, c'est complètement détaché. On a avec Mitsubishi une JV qui fait des voitures pour nous, 4008 C4 Aircross, et avec lequel on a une usine en Russie. On continue comme ça jusqu'à terme du contrat. Et on verra ce que l'avenir nous réservera. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et coopération, le groupe en a avec pas mal de constructeurs. Et c'est d'ailleurs plutôt sympa, parce que quand vous regardez que Sochaux accueillera des modèles ou un modèle fait avec General Motors, moi je suis plutôt fier, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont demandeurs de véhicules qui seraient fabriqués sur le territoire français. Ça me fait pas de... Je suis content de voir ce qui... Oui, enfin, puis en plus, encore une fois, je suis dans comment on s'est réapproprié le savoir-faire français. Avoir des constructeurs que l'on livre à partir du territoire français, ça me paraît plutôt sympa. Pas que, on livre Toyota sur le nord de la France également, dans le domaine des véhicules utilitaires, et c'est quand même plutôt un gage d'une coopération qui fonctionne. Juste une question, M. Imparato, pour conclure malheureusement, parce qu'on est déjà au terme de notre débat. Est-ce que le Dieselgate, est-ce que tout ce qu'on a entendu sur le scandale du diesel a infléchi la position de Peugeot par rapport au diesel? Ou est-ce que vous continuez de croire fermement encore à ce carburant? Moi, j'ai la chance d'avoir les moteurs essence qui sont capables d'absorber les mouvements de mix du diesel vers l'essence. Peugeot, c'est entre 57 et 60% de mix diesel en France, par exemple. Mais enfin, Volvo, Mercedes et BM sont à 84, 85, 87% de diesel, si vous voulez. Le premier acte de bascule se fait pour moi avec 3008. Je vois que je double la proportion d'essence. Et je suis prêt à suivre. Donc, le patron, c'est le client. Il n'y a pas de débat pour vous, aucun débat. Nous, on sera prêts pour répondre à ce que le client voudra. Le client particulier et le client entreprise. Parce que n'oubliez pas qu'une voiture sur deux est vendue à des entreprises. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, M. Imparato, d'être venu nous voir sur le Talk Automoto. Merci Jean-Luc. Merci Lionel. Et on se retrouve écoutez, la semaine prochaine pour un nouveau talk. À très bientôt. Au revoir.